beaucoup. Donc effectivement, l'idée de la conférence, c'était un peu comme l'ensemble de la thématique, on va dire, des 2 journées, conférence de ce soir, et puis enfin, le débat de ce soir, et puis ce qui se passera demain aussi, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans les fonds sous-marins. Et donc l'idée, finalement, était de dire, au-delà des sujets, des thèmes scientifiques, les questions scientifiques qui se posent dans la connaissance, voire la mauvaise connaissance actuelle des fonds sous-marins, quels sont les moyens dont on dispose pour observer ces fonds marins. Alors avant d'aller vers des moyens et donc une présentation un petit peu des différents outils, donc un tout petit peu technique, j'ai quand même tenu à, sur quelques diapos, à essayer de brosser un contexte qui finalement essaye de dire mais pourquoi on veut aller voir au fond de la mer. Parce que ça me semble important qu'avant de passer sur les techniques, on se demande, tiens, mais pourquoi on veut aller voir au fond de la mer? Alors là, vous avez en fait une diapo qui vous présente 3 terres. Alors c'est la même, sauf qu'à gauche, vous avez une terre qui est bleue. C'est finalement l'océan physique avec les courants océaniques. Donc on a besoin effectivement de connaître la physique de l'océan, la circulation océanique, les grands courants. Ça, c'est vraiment un point important. Deuxième point important, quand on regarde effectivement l'océan, il est en interaction, certes, avec l'atmosphère, mais aussi avec les glaces et les glaces de mer. Et on a une variabilité des glaces de mer qui est là, qui existe, qui est présente, qui fait que l'interaction avec les glaces de mer, on a besoin aussi de la connaître. Et on a donc besoin de connaître un peu ces glaces de mer. Ces glaces de mer, est-ce qu'elles sont plus ou moins épaisses? Est-ce qu'elles sont plus ou moins étendues? Voilà des choses qui vont être importantes pour effectivement voir un petit peu comment ça peut modifier la circulation océanique. Et puis, un troisième point important, c'est que finalement, l'océan, c'est aussi un réservoir de ressources naturelles qui sont, par exemple, des ressources biologiques. C'est simplement les poissons que vous avez mangés. Pour avoir une idée des poissons, du volume de poissons, de la quantité de poissons qui peut exister, eh bien, il faut savoir, effectivement, une façon de faire, c'est de savoir s'il y a beaucoup de nourriture pour ces poissons. Et pour savoir s'il y a beaucoup de nourriture pour les poissons, il faut connaître un certain nombre de paramètres qui en caractérisent la biologie. Et c'est cette troisième terre qui est représentée un petit peu plus en vert. Donc on a un océan bleu, c'est la physique. On a un océan blanc, c'est tout ce qui se passe avec l'interaction avec les glaces. Et puis il y a l'océan vert, c'est effectivement cet océan biologique. Alors, ça sera la seule diapo en anglais, je m'excuse, mais je n'ai pas trouvé le temps suffisant pour la traduire. Bon, ceci dit, les mots, il y en a beaucoup qui vont se traduire très très vite. Et dans cet océan bleu, il est caractérisé par quoi? Quand on regarde et qu'on essaye d'approcher la physique, on veut connaître la température, on veut connaître la salinité, on veut effectivement connaître les courants, on veut connaître les vagues, et puis la montée du niveau des mers, le vent à la surface de la mer. Donc voilà un certain nombre de paramètres qu'on a envie de connaître. Donc il faut qu'on puisse disposer des mesures à la surface de la mer, mais aussi, pour un certain nombre de ces paramètres, en profondeur. Parce que finalement, c'est un fluide qui va circuler sur toute la tranche d'eau. Des courants, il n'y en a pas qu'en surface, il y en a aussi dans toute la colonne d'eau. Sur l'océan vert, on a un certain nombre de paramètres qui sont plus des paramètres effectivement biologiques, chimiques, qui sont à essayer de mesurer. Alors c'est le carbone organique, c'est l'oxygène, c'est un certain nombre de paramètres extrêmement concrets comme ça. Et là, c'est d'autres types d'observations qu'il va falloir mener. Et puis quand on regarde la partie glace de mer, ce qui est intéressant, c'est de savoir si ces glaces de mer sont épaisses, très concentrées, est-ce qu'elles sont étendues, plus ou moins. Lorsqu'elles sont flottantes, est-ce qu'elles sont flottantes avec des courants importants ou pas, etc. La neige qui va tomber sur ces glaces de mer, qui en fonction de la température va recréer des glaces ou va recréer de l'eau. Voilà un petit peu un panorama de quelques paramètres essentiels qu'on essaye effectivement d'appréhender par l'observation et par d'autres outils de type modélisation qui permettent de décrire un peu l'état de l'océan. Alors on a eu l'IFREMER avait organisé un comité des parties prenantes. Le comité des parties prenantes, c'est un comité qui rassemble des scientifiques, qui rassemble des industriels, des associations, de la société civile, qui rassemble un certain nombre de politiques. Donc tous ces acteurs qui ont une vision extrêmement variée et très différente
les uns avec les autres de ce que c'est que l'océan et de qu'est-ce qu'on peut en tirer d'une certaine manière. Et à ce comité-là, on lui soumet un certain nombre de questions. Et en particulier, on lui avait soumis une question sur qu'est-ce que vous pensez de l'exploitation du fond des océans. Alors d'une part, l'océan et l'océan du fond, ça génère des émotions. C'est inconnu, donc c'est à la fois de la peur, mais c'est aussi en parallèle de la fascination. C'est de l'intérêt, de l'éveillement, du mystère. Quand on regarde effectivement la chose, cet océan profond dans notre œil, on peut se dire finalement, il y a plein de choses à découvrir, et puis c'est une aventure. Depuis Jules Verne, on a beaucoup de choses à découvrir encore sur l'océan profond. Donc, il y a l'idée qu'on doit pouvoir faire une conquête qui est déjà un petit peu entamée, mais est-ce qu'il faut la faire, cette conquête-là, ou est-ce qu'il faut laisser tranquille l'océan profond? Est-ce que c'est un fantasme? Ça aussi, finalement, on se dit, mais le connaître, peut-être qu'on va résoudre aussi cette interrogation-là. Et puis, cet océan profond, on connaît tellement peu de choses, donc c'est vraiment une terre inconnue. Et puis, malgré tout, l'humain, il y est déjà un peu présent. Quand on fait des forages pétroliers, l'humain est là. Donc d'un côté, on a une terre inconnue, d'un autre côté, on a un humain qui, malgré tout, a certaines formes d'exploitation de cet océan profond. Donc, vous voyez qu'on a dans la façon d'appréhender cet océan profond, on a des paradoxes qui sont là et sur lesquels la réflexion mène déjà à se dire, mais bon, quand même, pour répondre à tout ça, si on le connaissait un peu mieux, ça irait mieux. Et puis, quand on regarde aussi d'un autre côté, sur un autre volet, l'océan profond, ce sont des conditions extrêmes de vie. Ce sont des pressions extraordinaires, ce sont des températures qui sont relativement froides. Donc on a une difficulté à s'imaginer un peu comment le vivant se comporte dans cet océan profond. Donc à la fois on pense qu'il est vide, et à la fois on sait qu'il y a du vivant. Donc il y a un imaginaire qui se dit, dans ce néant-là, comment se développent des nouvelles formes de vie et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Ça ne peut pas être nous, parce que nous, après quelques mètres, c'est terminé, on ne sait plus faire. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a d'autres formes de vie qui se développent différemment et il faut essayer de les comprendre. Donc les conditions, elles sont invivables pour l'humain, mais par contre, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à tirer de la biodiversité profonde et qui permettraient d'améliorer la vie humaine. Donc vous voyez que là aussi, on a quelque chose qui a l'air un petit peu sous deux angles différents. Dernier type de tension, vous avez peut-être entendu parler des ressources en minéraux, et en particulier en terres rares. Et donc il y a toute une question qui est en débat depuis un certain nombre d'années sur faut-il aller au fond de l'océan, exploiter ces terres rares. Alors il y en a certains qui disent tout ça, c'est indispensable à ce qu'on appelle la transition énergétique et pour être à l'ère numérique. Typiquement, vos portables, il y a des terres rares dedans. La plupart de ces terres rares, aujourd'hui, on les trouve où? Quasiment uniquement en Chine. Donc monopole de la Chine sur ces terres rares. Donc il faut aller les trouver ailleurs si on veut garder un peu de souveraineté. Trouver ailleurs, ça peut être aller au fond de l'océan. Je dis, ça peut être ça. C'est pas sûr. Le modèle économique de cette affaire-là, il n'est pas du tout assuré. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher au fond de l'océan, on pourrait peut-être commencer par se demander si on sait recycler nos portables et en retirer les terres rares pour les réutiliser. Il y a tout un tas de choses comme ça qui vont faire appel à de l'innovation et qui vont être économes d'une certaine manière. Et puis il y a un point qui est pour ceux qui sont, je dirais, dans la recherche scientifique, il y a un point qui est aussi une interrogation extraordinaire, c'est que la plupart des pays sont effectivement favorables à ce que les résultats scientifiques soient rendus accessibles à tous. Donc c'est ce qu'on appelle un peu parfois pompeusement une partie de la science ouverte, mais en tout cas, voilà, il faut que l'ensemble de l'humanité puisse bénéficier de ces résultats scientifiques.
Et puis, d'un autre côté, s'il y a une volonté économique, s'il y a une volonté militaire, le Groenland, par exemple, je ne vous rappelle pas les épisodes fantastiques groenlandais des semaines passées, eh bien, tout ça, c'est finalement quelque chose qui prône le renforcement de la compétition entre États. Donc, d'un côté, il y a vraiment le souhait d'un partage le plus large possible de la connaissance, et d'un autre côté, les obligations, les nécessités de la vie des sociétés politiques qui font qu'il y a compétition. Donc là aussi, finalement, l'appréhension de ce que c'est que ce que nous apporte et de la connaissance des grands fonds, ce n'est pas la même chose selon qu'on est d'un côté ou de l'autre. Alors, les grands fonds marins, c'est finalement un espace dans lequel il y a des connexions importantes. Alors, je parle ici, par exemple, des grands cycles biogéochimiques. On sait qu'il y a des transferts de matière et d'énergie entre tous les compartiments terrestres et marins. Et on sait que tous ces échanges y participent en particulier les grands courants océaniques et les courants de fond. Donc ça veut dire qu'il y a des liens importants entre tous ces cycles et que l'habitabilité de la Terre en dépend. Donc ça, je pense que c'est aussi un point vraiment un point majeur, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas les grands fonds uniquement pour aller y chercher des minéraux. Mais on voit qu'il y a plein d'autres questions, y compris des questions qui vont être des questions sur les tendances climatiques, qui vont être à résoudre. La colonne d'eau, toute la tranche d'eau de 0 jusqu'à 6000 mètres, eh bien, c'est une source de vie et d'activité humaine. Et la tranche d'eau, elle relie le fond et la surface. C'est évident. Ce lien entre le fond et la surface, ça veut dire qu'à un moment, les espèces, elles vont passer, les écosystèmes, ils vont se développer, et parfois de manière différente, selon les conditions physico-chimiques de l'océan. Quand on regarde aussi, pour revenir un petit peu, tout à l'heure je parlais de tension sur l'imagination. Cette imagination, c'est finalement de dire, allez, cet océan profond, il n'est pas très très connu, donc on est dans l'inconnu. Et bien moi je dis, si on est dans l'inconnu, il faut en sortir. Et pour en sortir, ça veut dire qu'il y a un espace à imaginer. Et on peut imaginer un certain nombre de choses, et ça veut dire qu'il va falloir avoir une démarche scientifique qui va permettre de mieux connaître cet espace-là. Si on va aller voir les océans profonds, et après on va passer du point de vue technologique, eh bien on fait des développements technologiques qui peuvent être utiles à la fois pour le sous-marin, mais aussi pour l'extraterrestre. Quand je dis l'extraterrestre, un rover marin qui se déplace sur le fond de la mer, à peu de choses près, c'est la même chose qu'un rover lunaire. Alors quand je dis à peu de choses près, la pression n'est pas la même, la température n'est pas la même, mais on a le même sujet, on a les mêmes questions. Il faut faire rouler un véhicule dans un milieu qui a des conditions extrêmes et qu'on connaît mal. Donc, voilà, il y a des liens qui peuvent se faire. Je ne parle pas des liens qui peuvent se faire aussi avec le côté militaire. Je vous laisse imaginer tout ce que ça peut être. Quand on regarde la question de la vie, quand on regarde la question de la vie et ce qu'on découvre dans les grands fonds, on peut se poser la question de savoir si, potentiellement, sur un certain nombre d'autres planètes ou de satellites liquides et glacés, en particulier Jupiter et Saturne, eh bien, il peut y avoir un lien sur la connaissance de l'apparition et la formation de la vie, sur ces surfaces. Puis un dernier point, qui a l'air tout bête, mais quand vous regardez les communications, je reviens sur vos portables et sur Internet, 95% des communications, ce n'est pas Starlink, c'est les câbles. Et c'est les câbles sous-marins. Donc ça veut dire que, effectivement, ces câbles sous-marins qui relient les continents, qui permettent la communication, avec l'inflation de communication qu'il va y avoir encore dans les années qui suivent, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inflation dans la mise en œuvre de câbles sous-marins. Mettre en œuvre des câbles sous-marins, ça veut dire les déposer, ça veut dire perturber les activités plus classiques de pêche, etc. Vous voyez, on a effectivement
déjà, on peut montrer que finalement, mieux connaître le fond, ça impacte effectivement, naturellement, l'ensemble des activités humaines. Et puis, alors, une question, et je crois que c'est la dernière, une question qui est effectivement un peu importante, c'est quand on parle du fond, on parle du minéral et du biologique, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, on parle du vivant et du non-vivant. Philosophiquement, est-ce qu'il faut les distinguer? Est-ce qu'il ne faut pas les distinguer? Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt les associer? Parce que typiquement, on voit qu'effectivement, il y a des mythes fondateurs de la matière de la vie qui sont l'élément minéral à la source de cette matière de la vie. Et donc, c'est important, effectivement, aussi de pouvoir essayer de voir quelles sont ces connexions qui peuvent exister. Et donc, l'étude des écosystèmes de fond, naturellement, ils vont être reliés à l'histoire de la planète et de la vie. Alors, tout ça, c'était pour vous brosser un contexte et simplement pour ne pas lancer, en particulier pour ceux d'entre vous qui sont en prépa, pour ne pas vous lancer uniquement dans une présentation purement technologique, mais pour essayer de vous dire voilà, quelles sont les grandes questions, plus que scientifiques pour certaines, qui peuvent sous-tendre la nécessité d'aller voir ce qui se passe au fond. Alors, comment on va voir ce qui se passe au fond? Eh bien, on va voir ce qui se passe au fond, et là je prends l'exemple français, de la flotte océanique française de recherche, qui est gérée par l'IFREMER pour le compte de l'ensemble des organismes de recherche, le CNRS, l'IRD, etc. Enfin, tous les organismes de recherche qui s'intéressent un petit peu à l'océan, un petit peu ou beaucoup à l'océan. Donc, on a une flotte de navires de recherche qui vont faire des campagnes en mer pour aller observer l'océan en mer. Et cette observation, elle peut passer, et elle doit passer lorsqu'on s'intéresse au fond des mers, eh bien, elle va passer par une instrumentation qui sont, je dirais, des sous-marins ou des drones associés. Alors, petit point d'histoire, ici vous avez une carte qui montre comment depuis 1929, donc il y a presque un siècle, quelles sont toutes les campagnes qui ont été faites par la flotte océanographique française de manière historique. Alors, avec parfois des bateaux qui... Voilà. Mais vous vous rendez compte qu'effectivement, tout le plateau continental ouest européen, fantastique. La Méditerranée, elle est toute jaune, donc il y a eu vraiment... Enfin, il y a eu... Ce qu'on peut dire, c'est que la carte ici, elle montre qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de campagnes. Est-ce qu'il y a suffisamment de données? C'est un autre sujet. Et puis, on voit qu'il y a un certain nombre de points d'accrétion. C'est tous les points autour de nos territoires ultramarins. Il ne faut pas oublier que la France, ce n'est pas uniquement que la métropole, c'est aussi tous les territoires ultramarins. Et si la France a la deuxième ZE mondiale, 11 millions de kilomètres carrés, ce n'est pas la métropole, c'est l'ensemble des territoires ultramarins qui fait ça. Donc beaucoup de données qui ont été acquises par ces navires. Hop. Je vais y arriver. Alors, les missions un peu sous-marines de la flotte. On ne va pas regarder toutes les images en détail, mais si vous regardez un petit peu les 3 chapitres, d'une part, des navires, c'est fait pour aller en mer, donc pour aller explorer et pour faire en sorte de transporter des engins qui vont intervenir au fond, faire des observations au fond. C'est par exemple le sous-marin Nautile, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais ces données-là, tout l'intérêt, je reviens sur le partage des données et des connaissances, c'est faire en sorte que, certes, les équipes qui ont préparé la campagne en mer, elles en aient une priorité pendant quelques temps, mais que ces données-là, elles soient partagées. Donc, on a effectivement un besoin de mettre à disposition les données et donc de partager les données avec l'ensemble des acteurs scientifiques internationaux. Et puis, au-delà de cette production et de cette mise à disposition de données, l'idée, c'est qu'il faut continuer en parallèle à innover, à la fois dans les engins, mais aussi dans tous les capteurs qu'ils transportent. Et ça, c'est toute la partie innovation qui est là, et en particulier, je l'ai mentionné, mais parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est déjà là, c'est se poser la question de savoir comment l'intelligence artificielle va pouvoir rentrer dans ces engins sous-marins pour mieux les opérer,
pour faire en sorte d'avoir une observation plus performante, etc. Alors, si on regarde effectivement la flotte océanographique française, c'est essentiellement 4 navires qui vont en haute mer, 5 navires côtiers, avec 6 systèmes sous-marins qui opèrent pour 3 d'entre eux jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Donc vous avez là les photos des 6 navires qui constituent la flotte, essentiellement avec donc, les 4 navires hauturiers et puis 2 autres principaux navires côtiers. Et puis l'ensemble des systèmes sous-marins sur lesquels je vais revenir, avec donc à gauche, en bas à gauche, le sous-marin Nautile, avec un ROV qui est le ROV Ariane, qui est effectivement un engin non habité qui va faire des relevés et des opérations automatiques sur le fond de la mer, et puis des drones sous-marins, la 3e image et la 5e image, qui vont eux aussi circuler en mer, et pendant cette circulation en mer, qui vont acquérir un certain nombre de données. Alors, pour ce faire, effectivement, là, on voit que la technologie commence à être vraiment le point important de cette affaire-là. Là, il faut commencer par concevoir des systèmes. Et pour concevoir ces systèmes, on voit bien qu'il y a des questions d'électronique pour les opérations. Il y a des questions d'hydraulique, parce que simplement, il va y avoir des questions de pression et de résistance à la pression, par exemple. Il va y avoir des sujets de mécanique, parce que l'eau et les colonnes d'eau vont exercer une pression importante sur l'ensemble des instruments et des engins. Il va y avoir des sujets qui vont être des sujets d'électromécanique. Et puis, il va y avoir effectivement des sujets qui vont être d'autres sujets un peu additionnels, différents, en fonction du type d'engin et en fonction du type de capteur qu'on va mettre sur ces engins. Tout ça, c'était simplement en particulier pour les élèves de prépa, pour vous dire que dans nombre de disciplines auxquelles vous allez peut-être être confrontés, évidemment, vous êtes les bienvenus dans le futur pour concevoir de nouveaux engins, pour concevoir de nouveaux systèmes d'observation et de nouveaux instruments. Et il y a de la place, il y a de quoi faire. Alors, ces engins sous-marins, donc je vous dis qu'il y en avait 6. Donc, essentiellement, vous avez ici donc, une diapo qui vous les présente. Alors, il y a le Nautile. C'est quoi? C'est un sous-marin habité. Alors, on va revenir dessus. C'est essentiellement 3 personnes qui vont dans le Nautile. Et donc, il a été mis à l'eau en 1984. Donc il y a plus de 40 ans, et donc il est dans une phase de modernisation. On verra qu'il y a une première phase qui a été réalisée il y a 2 ans, puis qui va continuer de telle manière à ce que ce sous-marin habité puisse continuer à être exploité jusqu'à 2035. Un véhicule téléopéré, le ROV, qui va jusqu'à 6000 mètres, qui est opéré depuis 1997, donc un peu plus récemment, et qui a subi les dernières années, donc au bout de 25 ans, on va dire, ce qu'on appelle une modernisation. Donc c'est à la fois, bien entendu, une révision, mais plus qu'une révision, c'est effectivement des améliorations, à la fois dans les instruments qu'il porte et parfois dans son système lui-même. Et puis des véhicules autonomes, donc comme les AUV, donc des drones. Alors vous avez tout à fait à droite 2 drones qui vont jusqu'à 3000 mètres, qui sont un peu plus âgés, puisqu'ils ont démarré en 2005. Et puis en 3e colonne, vous avez le drone qui s'appelle Ulix, qui lui va jusqu'à 6000 mètres. Et aller jusqu'à 6000 mètres, c'est autre chose que d'aller uniquement jusqu'à 3000 mètres. C'est d'autres conditions extrêmes pour faire naviguer ces engins-là. Et donc, lui est entré en flotte récemment, il y a 2 ans, et donc va continuer pendant le plus longtemps possible à acquérir des données. Et on sait pertinemment que, et on le voit alors pour d'autres usages, notamment les usages militaires, que l'acquisition de données, elle passe par ce qu'on appelle maintenant la dronisation
Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur les drones aériens et sur la capacité qu'il faut développer aussi en drone sous-marin de la même manière. Et puis, vous avez dans la 4e colonne, je dirais, une version un peu différente du Victor 6000 de la 2e colonne, qui est le même type de véhicule téléopéré. Et ce véhicule téléopéré, il a été spécifié de telle manière à ce que, essentiellement, il a jusqu'à 2500 mètres. Ça veut dire qu'il est plutôt spécialisé dans tout ce qui va être l'observation proche des zones de plateau continental et des zones côtières, plutôt que le ROV qui, lui, va aller en grand fond à 6000 mètres. Alors, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des chiffres que vous avez sur cette diapo, hein, donc vous pourrez consulter le diaporama qui sera fourni. Mais je pense qu'essentiellement, il faut se rendre compte que pour mettre un sous-marin habité, donc de 3 personnes, comme il est dit là, d'un poids de 20 tonnes, pour le mettre à l'eau, grosso modo, c'est une demi-heure. L'autonomie de ce sous-marin-là, c'est 7 heures de durée de vie au fond, donc 7 heures pendant lesquelles on peut effectivement faire des observations. Il y a un pilote et 2 scientifiques. Les 2 scientifiques peuvent, à travers des hublots dimensionnés pour résister à la pression à 6 000 mètres de fond, eh bien, peuvent effectivement faire des observations visuelles. Et puis manipuler un certain nombre d'instruments. Donc c'est vraiment un engin qui est spécifique, sachant que les engins un peu comparables, il y en a un au Japon, un aux États-Unis et 2 en Chine. On est dans cette gamme-là. Alors, par exemple, eh bien, ce Nautile permet de réaliser avec des caméras des visualisations de sources hydrothermales telles que celles que vous avez à gauche. On peut aussi, avec des sondeurs qui sont des sonars, ces sonars qui vont cartographier le fond marin, eh bien, on a avec le Nautile cartographié et fait une cartographie d'une épave en 2017. Et puis ce Nautile, il a la capacité aussi d'intervenir sur des observatoires sous-marins, on y viendra tout à fait à la fin de la présentation, qui sont déposés au fond de l'océan, qui sont autonomes et indépendants, et qui de temps en temps ont besoin soit de maintenance, soit de rajouter un capteur pour mesurer une quantité qu'on n'avait pas prévue, qui paraît importante. Donc il a une capacité d'intervention et de maintenance. Simplement pour dire que lorsqu'on fait ce qu'on a appelé une modernisation d'un engin comme ça veut dire qu'il y a toute une série d'objectifs qu'il faut remplir. C'est des réaménagements complets, ce qui s'appelle la sphère, c'est la sphère habitable par le pilote et les 2 scientifiques. Donc on a besoin de réaménager ça. Si vous voyez l'informatique qu'il y avait auparavant, ça ressemble un peu à l'informatique d'Apollo. L'informatique d'Apollo, vous ne rentrez pas dans Apollo, quoi, quand vous imaginez l'informatique que c'était à cette époque-là. Donc, voilà, il y a effectivement des révisions importantes et des modernisations à faire sur des systèmes qui, ensuite, après, doivent durer pendant des années et des années. Ça veut dire qu'il va falloir maintenir ces systèmes-là très longtemps. Et puis, on a une refonte d'un certain nombre de matériels qui sont utilisés et d'instruments qui sont utilisés avec ce Nautile. Alors, je vous ai parlé d'un autre engin que j'ai appelé le ROV, qui s'appelle le Victor 6000. Son petit nom, c'est le Victor 6000. Vous l'avez ici donc en photographie en bas à gauche. Oui, c'est bien ça, en bas à gauche. Eh bien, ce ROV Victor, lui, il permet, sans intervention humaine comme dans un sous-marin habité tel que le Nautile, mais à travers une téléopération depuis un navire, de réaliser un certain nombre d'observations. Et là, vous avez donc en haut à droite une observation qui a été faite au fond de la mer, dans un canyon, qui permet effectivement à la fois de regarder un petit peu la structure géologique, mais aussi de regarder
toute la vie qu'il y a dans ce domaine. Alors, la différence avec le sous-marin Nautile, qui est parfaitement indépendant, qui descend et puis qui remonte en surface, eh bien, c'est que là, le Victor 6000, lui, il est rattaché au navire qui va le piloter. Et il est rattaché par donc un câble qui est un câble électroporteur qui va permettre de transmettre des commandes et puis qui va permettre à l'inverse de transmettre des données depuis le fond vers le navire. Et ce câble électroporteur, eh bien, il a un lest qui va permettre aussi de faire en sorte que le déplacement de cet engin puisse se faire avec cette capacité de la laisse souple. Donc on a une navigation qui peut se réaliser à travers ce système de lien avec le navire amiral, on va dire. Donc un véhicule comme ça, tout à l'heure, vous vous souvenez, il y avait presque 19 tonnes pour le Nautile. Là, on est à un peu moins de 5 tonnes pour le Victor. C'est la troisième bulle. Donc c'est un peu moins de 5 tonnes. L'immersion maximale, c'est 6000 mètres. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui font du 6000 mètres. Avec donc un module scientifique qui va permettre de réaliser des observations à la fois physiques et biologiques, notamment. Ce Victor, il a été mis à l'eau en 1998. 12 ans après, il subissait une première évolution. Et là, on est donc quasiment 25 ans après la mise à l'eau. C'est le moment où on est au besoin de faire ce qu'on appelle une jouvence complète de l'engin et des instruments qu'il porte. Donc, ça veut dire qu'on va moderniser le véhicule pour lui permettre de continuer à faire ses observations. Tout ça, c'est quand même, quand on regarde jusqu'en 2024, c'est un peu plus de 15 000 heures de plongée, avec presque, pas tout à fait 1000 plongées, et puis une centaine de campagnes en mer. Donc avec, vous voyez finalement une dizaine de plongées par campagne en mer. C'est beaucoup, mais à la fois ça veut dire que, vous voyez quand même une centaine de campagnes en mer pendant 20 à 25 ans, ça veut dire que tout le monde n'y a pas accès. Et ça veut dire qu'effectivement, il y a des processus de sélection des campagnes en mer qui vont pouvoir emporter ces grands engins, et donc de sélection sur la base de la qualité scientifique des questions qui sont posées à travers ces observations. Alors comme tout à l'heure pour le Nautile, il y a des objectifs qui sont toujours des objectifs un peu techniques qui sont associés à ces modernisations de véhicules comme ça. Et bon, vous en avez ici un certain nombre qui sont listés, avec bien entendu tout ce qui est la modernisation informatique, ça c'est quelque chose qui est toujours là, mais aussi un certain nombre de capacités augmentées en termes de systèmes d'observation. Et typiquement, eh bien, on va rajouter des caméras ou remplacer des caméras de telle manière qu'on puisse avoir une capacité à reconstruire des paysages tridimensionnels. Donc voilà par exemple le genre de choses qui peut se faire et qui se fait lorsqu'on veut moderniser un engin de ce type-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un autre ROV qui s'appelle Ariane, qui est un petit peu optimisé, alors pour la flotte côtière, mais un peu plus que côtière, puisque lui, il va jusqu'à 2500 mètres. Mais ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement le piloter et surtout l'instrumenter de telle manière à ce qu'il puisse regarder des choses qui sont typiques de ce qu'on peut imaginer trouver sur le plateau continental, par exemple, au large de la Bretagne. On va regarder, on va faire des vidéos, on va faire des photos haute résolution. On va essayer de faire en sorte que ce type de ROV puisse cette fois-ci faire de la navigation dans des endroits qui sont extrêmement complexes,
avec des falaises et des canyons. Tout ça, c'est pas gagné d'avance. Ça veut dire qu'il faut le téléopérer de telle manière qu'il puisse avoir connaissance du chemin qu'il va pouvoir suivre, etc. Et puis on fait des prélèvements de différentes substances, que ce soit en termes d'eau, que ce soit en termes de biodiversité marine. Une petite vidéo qui montre comment sur ce ROV Ariane, donc 2500 mètres, eh bien, on va pouvoir travailler pour faire de la visualisation avec les différentes caméras le long d'un canyon qui est visualisé. Et là, avec les observations qui sont faites par cette caméra, on est capable effectivement donc, de reconstruire en 3D la morphologie de la surface qui a été observée par le ROV. Voilà, et là, on voit effectivement le cheminement du ROV et des caméras qui vont permettre ensuite de faire cette reconstruction. Alors, connaître un petit peu les fonds comme ça, j'allais dire, c'est pas uniquement pour le fun, hein. C'est-à-dire qu'il y a manifestement dans ces fonds des sujets qui sont relatifs à la fois à la géophysique qui s'y déroule, mais aussi, dans un certain nombre de ces fonds, à la biodiversité qui s'y développe, qui est de la biodiversité de fond de mer, et donc qui a des caractéristiques bien particulières, effectivement, bien entendu, très différentes de la biodiversité qu'on peut connaître sur les continents ou en surface. L'idée, c'est aussi que on puisse utiliser les progrès d'autres techniques et d'autres disciplines pour améliorer l'observation en fond de mer. Et là, on a une illustration de ce que peut apporter la réalité augmentée avec cette capacité à se mettre effectivement dans un modèle tridimensionnel, orienter un peu plus et un peu mieux et plus précisément l'engin sur son parcours. Donc on a ces techniques effectivement donc de réalité augmentée qui permettent un pilotage nettement amélioré qu'on ne pouvait le faire auparavant. Alors ces AUV, il y en a deux qui existent depuis 2006, donc une vingtaine d'années, qui sont donc des AUV qui sont déployés sur des navires supérieurs à 30 mètres, qui ont une endurance de 80 km et une autonomie d'une vingtaine d'heures, on va dire. Et ces AUV, pas passer beaucoup de temps dessus, enfin, ces AUV ou ces drones, vous les connaissez, vous en avez sûrement entendu parler. Et en fait, ces AUV permettent effectivement, lorsqu'ils sont pilotés, d'acquérir des données en continu dans leur mouvement pendant un certain nombre de périodes et sur un certain nombre de sites qu'on va effectivement bien sélectionner. Alors, l'AUV le plus récemment développé, c'est un AUV qui va jusqu'à 6000 mètres. Là aussi, développer un drone qui va jusqu'à 3000 mètres ou un drone qui va jusqu'à 6000 mètres, ce n'est pas la même chose. Et pour aller jusqu'à 6000 mètres, ça veut dire qu'on a envie de voir ce qui se passe effectivement au fond. Et voir ce qui se passe au fond, ça veut dire qu'on a envie de faire de la cartographie, donc d'avoir des sonars qui permettent effectivement de faire une cartographie extrêmement performante, qui vont permettre effectivement aussi d'optimiser le trajet, ça je l'ai dit,
de ce drone qui vont permettre de faire en sorte qu'on puisse le déployer plus facilement, le récupérer plus facilement, et puis d'avoir un certain nombre de fonctions scientifiques avec différents instruments qui permettent de mesurer la hauteur du fond, donc la bathymétrie, qui vont pouvoir faire de l'imagerie du fond, qui vont pouvoir sonder un petit peu en dessous du fond en regardant effectivement la capacité qu'on a à détecter des sédiments et quel type de sédiments, qui peuvent faire de la mesure de courant au fond. Donc, vous voyez, tout un tas de capteurs qui permettent d'acquérir un certain nombre de données sur ces fonds marins. Et l'originalité de ce drone 6000 mètres, outre que la mise au point d'un instrument comme ça, d'un engin et des instruments associés, c'est relativement long et il ne faut pas négliger la phase d'essai. La phase d'essai, c'est, vous voyez, des missions techniques au nombre de 9. Ça veut dire qu'on a eu 9 campagnes en mer, 9 sorties en mer qui ont dû être réalisées pour valider l'ensemble du système. Et puis 4 missions scientifiques qui, au-delà de la validation du système, ont dit, oui, en plus, par rapport à ce qu'on savait, on est retourné sur un certain nombre de lieux et on est bien sur une validation de la précision, de la performance des instruments. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais ça permet effectivement de faire des choses telles que celles que vous voyez ici. Et par exemple, sur un site volcanique, de réaliser une topographie de ce site volcanique de manière extrêmement précise. Et là, bien entendu, ce n'est pas ma spécialité, donc je n'en parlerai pas, mais les géophysiciens peuvent dire un certain nombre de choses fantastiques par rapport à l'évolution de ce site volcanique et puis de ce qui se passe effectivement géophysiquement dans la zone. Donc, vous voyez ici tout un tas de photos qui vous montrent effectivement les capacités instrumentales qui permettent d'acquérir des données sur ces grands fonds dans cette zone-là. Ce qui a été fait aussi pour ce système-là, c'est de dire est-ce qu'on pourrait ou pas faire en sorte que le pilotage du drone ne soit plus associé au navire. Parce qu'avoir un navire en mer, ça coûte cher, et s'il faut d'une certaine manière le bloquer simplement pour piloter le drone, on se pose la question, est-ce que ça vaut le coup? Et donc l'idée, c'était de dire, peut-on faire ce pilotage différemment? Et pour faire le pilotage différemment, on peut effectivement essayer de faire en sorte que des commandes et des données puissent être transmises par un relais, et ce relais, c'est un drone de surface. Donc ça veut dire que là, on a une capacité à faire en sorte que le navire puisse mener d'autres activités pendant que le drone sous-marin est piloté, commandé à travers les commandes qu'il reçoit par le drone de surface. Ça, c'est une véritable innovation. Et puis des innovations dans ce genre d'engin, on en a effectivement un grand nombre. Et ici, vous avez par exemple effectivement tous les domaines instrumentaux qui peuvent être intéressés. C'est de la géologie, c'est de la biologie, c'est de la géophysique, c'est de la sédimentologie, c'est de la géochimie. Et donc avec, et je ne vais pas revenir sur l'ensemble de tout ce qui est porté sur cette diapo, mais c'est vraiment de l'instrumentation modernisée pour acquérir un nombre de paramètres fantastiques qui vont permettre effectivement de décrire ce fond océanique. Alors, pour presque terminer, au-delà de ces engins sous-marins, qui sont quand même effectivement des engins à la fois lourds, mais qui sont porteurs d'observations extrêmement performantes, extrêmement intéressantes, mais avec des conditions de déploiement qui sont parfois difficiles, eh bien, ce dont on a envie aussi lorsqu'on observe l'océan, c'est de comprendre ce qui se passe de la surface jusqu'au fond. Et en particulier, pour revenir un peu tout à fait au début de mon exposé, quand je vous présentais les 3 terres bleues, blanches et vertes, dans la terre bleue, la physique de l'océan, on a envie effectivement, notamment, de connaître effectivement l'ensemble
des courants marins qui dépendent de la température et de la salinité notamment. Et pour ça, eh bien, on met en œuvre un certain nombre de flotteurs, qui sont des flotteurs dits flotteurs Argo, qui vont travailler de la surface jusqu'à 2000 mètres pour les flotteurs les plus classiques et sur tout le long de la colonne d'eau, faire un certain nombre de mesures de température et de salinité. Mais on s'est aperçu que eh bien, connaître ces quantités-là jusqu'à 2000 mètres, c'était une chose, mais qu'il se passait aussi en température et en salinité, là Jérôme en dirait beaucoup plus que moi, il se passait beaucoup plus de choses aussi sur les grands fonds en dessous de 2000 mètres. Donc l'idée, ça a été de dire, essayons de développer une autre catégorie de flotteurs de telle manière à ce qu'on puisse aller faire des mesures de 2000 mètres jusqu'à 6000 mètres. Et puis, je vous ai parlé de la physique, mais bien entendu, si on sait faire la même chose en mesurant des paramètres biogéochimiques, on va pouvoir mieux connaître la biologie de l'océan. Et ça, c'est aussi les flotteurs qui sont appelés BGC dans cette diapositive. Et ce qui a été finalement décidé comme une cible à atteindre en 2030, c'est d'avoir sur toute la planète 4700 de ces flotteurs qui puissent effectivement, tous les 10 jours, récupérer un certain nombre de données, les transmettre à des centres de données qui vont les partager à l'ensemble des scientifiques intéressés. Et c'est des données donc, qui vont décrire ce qui se passe sur toute la colonne d'eau jusqu'à 2000 mètres, mais pour beaucoup, maintenant, aussi ce qui se passe en dessous de 2000 mètres, pour certains d'entre eux, et puis pour des mesures biogéochimiques. Alors vous avez, cette diapo, elle vous montre quelque chose qui est récent, c'est mars 2026. Et mars 2026, chaque point, c'est un flotteur que j'appelle flotteur profond, en dessous de 2000 mètres. Parce que la technologie pour passer à un flotteur à 6000 mètres, elle est très différente de la technologie d'un flotteur qui va jusqu'à 2000 mètres. Je ne rentre pas dans les détails, en plus je n'en serai pas forcément complètement le plus compétent. Et donc cette technologie, elle est développée de manière assez récente. Et vous voyez que les points bleus foncés, ce sont les points qui s'appellent Arvor. Et là, Cocorico, ce sont des points français. C'est-à-dire que les flotteurs, ce sont des flotteurs qui sont développés en Bretagne, avec les spécifications qui ont été réalisées par à la fois les équipes scientifiques et techniques des organismes de recherche, dont l'IFREMER. Et puis quand on regarde les fonds marins, on peut effectivement vouloir aussi savoir ce qui se passe en un certain nombre de points sélectionnés. Sélectionnés parce que le scientifique ou un scientifique a dit ou a essayé ou s'est questionné sur qu'est-ce qui peut se passer dans tel endroit au fond de la mer. Alors, typiquement, ce n'est pas tout à fait le cas sur cette carte-là, mais si je vous montrais une carte mondiale, il y a des points qui sont extrêmement intéressants. C'est d'aller voir ce qui se passe au fond dans les détroits. Est-ce que dans les détroits, il se passe des choses particulières au fond, notamment en termes de courant? Donc on a envie d'avoir ce qu'on va appeler cette fois-ci des observatoires qui sont fixes. Ce sont des observatoires fond de mer. Donc là, vous avez un certain nombre d'observatoires au fond de la mer qui sont posés au fond, donc qui sont fixes, et qui réalisent un certain nombre d'observations avec les instruments qu'ils transportent. Et donc vous avez ici un certain nombre de points qui sont là en Méditerranée, qui sont au large de la Norvège, et puis 2 points qui sont aux Açores, qui sont des points un peu historiques sur lesquels les technologies ont été testées. Voilà, par exemple, donc, vous avez ici des figures qui vous montrent à différents moments ces observatoires qui sont... il y en a un là qui est en surface, mais qui ne va pas tarder à plonger. Et puis, vous avez un observatoire qui est effectivement au fond dans la 3e figure à gauche, avec un observatoire 2e figure, 3e ligne, qui est effectivement, cette fois-ci, un observatoire qui a été remonté et qui fait l'objet d'une maintenance. Donc, des engins sous-marins, des flotteurs qui permettent d'aller voir et de mesurer effectivement régulièrement ce qui se passe sur toute la colonne d'eau jusqu'à
jusqu'à 6000 mètres, et puis des observations à point fixe. Ça, c'est un point important. Et le dernière diapo, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout ça, c'est des systèmes qui sont extrêmement lourds, peu nombreux, en tout cas pour les engins sous-marins, peu nombreux à l'international, et qu'on a intérêt, finalement, pour mieux connaître ces grands fonds, on a intérêt à faire en sorte que la France ne travaille pas de son côté, que le Japon ne travaille pas de son côté, que, si possible, les États-Unis ne travaillent pas de leur côté, et que tous ces gens-là arrivent à créer un grand programme international. Et l'idée qui a jailli un petit peu de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue à Nice en 2025, c'est de créer un programme ou une grande mission qui a été appelée Neptune et qui fasse en sorte que toutes les capacités existantes du type de celles que je vous ai montrées puissent se réunir de manière effectivement à créer un grand programme scientifique coordonné international sur une dizaine, voire une quinzaine d'années. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le point qui est aujourd'hui en cours. Le 8 juin prochain, et je ne vais pas déflorer quoi que ce soit, mais le 8 juin, pour ceux qui l'ignorent, c'est la journée de l'océan. Et donc, vous ferez attention, journée de l'océan, le 8 juin, il y aura des annonces sur un certain nombre de choses. Et on espère que sur ce grand programme Neptune, il y aura effectivement une annonce qui permettra de dire qu'est-ce que va être ce grand programme Neptune dans les années qui viennent.